était venu dans des circonstances aussi pas très faciles avec Dominique, qui est en train de se battre face à la maladie. Donc c'est très très émouvant de se retrouver ici dans cette salle. Tu nous as donné la chance de diffuser nos documentaires. Et voilà, et vous savez, je ne vais pas raconter toute notre vie là, ces derniers mois, ces dernières années, mais en gros, nous, on est une association qui faisons des documentaires, on essaie de montrer d'autres choses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le milieu du vélo. C'est notre, si je ne dis pas de bêtises, notre 11e documentaire. Au début, on a commencé en les mettant sur Internet, et puis ensuite, on s'est dit, le cinéma, ça pourrait être génial à notre petit niveau de projeter nos films, et puis surtout d'en discuter directement avec le public. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de projeter Allégeant, qui retrace la vie de l'Entente Sud-Gasconne, ce petit club du sud-ouest qui se battait face aux stars du peloton Espoir sur la route de l'Isère. Et donc tout ça pour dire que on en est arrivé à projeter nos films dans des cinémas, et toi, tu nous as toujours ouvert la porte. Et c'est vraiment pas facile, parce que là, je me heurte, vous savez, on est notre propre distributeur, donc forcément, on se heurte à plein de refus. Est-ce que le film marchera? Est-ce qu'il marchera pas? Il se pose tout un tas de questions à certains responsables de cinéma, et toi, je peux te dire, on va diffuser un film sur la vie de, je sais pas, de Patrick Chassé. Ah non, on m'avait pas dit, pardon, je suis désolé. Non, c'est pas ça. Non, c'est une façon de me présenter qui est pas mal. Mais alors normalement, je vous explique, parce que là, je reprends le truc, parce que je le connais, il va tout dire. Et moi, après, je suis censé lui poser des questions, et je vais dire, non, mais voilà, parce que toi, ce que je voulais dire, c'est que ta vie, tout le monde la connaît. Vu que tout le monde te connaît maintenant. Donc, on va faire un sondage. Non, mais voilà, tout ça pour dire que tu nous as toujours ouvert les portes, et un grand merci à toi. Et donc, cette soirée, à chaque fois, j'ai toujours des amis pour me l'animer. Alors, il y avait Alexandre Pasteur qui l'avait animé il y a 2 ans. Et là, c'est une autre grande voix du cyclisme qui est tout simplement la voix de l'équipe aujourd'hui, qui a bercé ma jeunesse, parce que moi j'écoutais Eurosport quand je faisais du vélo sur Home Trainer les jours de pluie, et j'écoutais Patrick Chassé avec Jackie Durand. Vous pouvez regarder la télé dans un canapé, ça marche très bien aussi. Aussi, oui. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Pour rendre le cyclisme plus humain. Et moi, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin. C'est qu'il ne faut pas oublier que le sport, c'est fait par des hommes qui réfléchissent, qui pensent, qui ont des choses à dire. Et alors, le film de ce soir, il me semble que cette petite punchline, là, rassure-moi, tu ne l'as pas faite uniquement, vous ne l'avez pas écrite uniquement pour le film qu'on va voir ce soir, mais c'est finalement ce qui relie tous vos documentaires, mon cher Nicolas. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le titre... le nom La Bordure, parce que comme pour vous résumer très rapidement, une bordure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un éventail où les coureurs se mettent en éventail parfois, vous savez, sur les routes du Tour de France pour s'abriter du vent. Et il y a un éventail, 2 éventails, 3 éventails, 4 éventails, ce qu'on appelle une bordure. Et certains sont parfois devant, dans la première bordure, et parfois certains sont derrière, dans la 4e, 5e bordure, ils perdent beaucoup de temps. Et la particularité, c'est que nous, on s'intéresse aussi bien à celui qui est devant, on l'a fait avec Rêve d'enfer, où on s'intéressait à des petits jeunes qui étaient aux portes du professionnalisme, et puis on s'intéresse parfois à ceux qui sont même dans la caillasse, quoi. Et j'ai l'impression, quand j'ai rencontré Laurent Roux, qu'il était un petit peu dans la caillasse à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire un documentaire sur celui qui n'était pas abrité du vent par le peloton. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Allez, on va regarder ce film. Je crois que c'est bien parti. Et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que nous. Donc on se retrouve juste après. Et j'insiste sur un point, ça a été dit. On est là entre nous, on n'est pas très nombreux. Donc ça sera très interactif, sans réseaux sociaux. Ce soir, il n'y aura pas besoin. On fera circuler le micro et j'espère, donc
prenez des notes si vous n'avez pas de mémoire, mais essayons d'échanger le plus possible après ce film, et avec Laurent Roux, qui évidemment est en notre compagnie, qu'on pourra écouter, entendre, et qui pourra vous répondre aussi. Voilà. Bon film, merci, à tout à l'heure. Pourquoi avoir fait déjà ce film? Tu l'as dit, tu en as fait beaucoup, d'ailleurs je note que La Bordure, vous en faites de moins en moins souvent, hein, parce que 3 docus en 2012, 2 en 2013, puis depuis il n'y en a plus qu'un par an. Ça y est, c'est la gloire. Non mais pourquoi avoir... Alors on est en plein Tour de France. Tout à l'heure j'ai dit, attention, il y a encore des gens qui pensent que ce sport est complètement dévoyé. Et il y a forcément aussi des gens, j'ai entendu Laurent Roux qui est passé sur pas mal de médias aujourd'hui. On parle de dopage comme si on était obligé à chaque fois d'assumer quelque part ce lourd passif que porte ce sport qui fait dire à certains que c'est un sport dévoyé. Est-ce que c'était ça que tu voulais montrer, que ce sport reste malgré tout un sport avec des gens qui doivent, comme Laurent Roux, vivre avec leur passé? Avec des travers, oui, ça c'est sûr. Avec beaucoup de travers, parce que c'est dans la culture depuis que malheureusement le sport que le Tour de France existe. Ouais. En 1903, ils essayaient de trouver des moyens pour tricher déjà. Certains prenaient le train pour rallier les arrivées. On a voulu faire de cette course de toute façon une course de forcenée, une course qui était de toute façon quasiment impossible à réaliser. C'était en tout cas ce que si je dis pas de bêtises, Patrick, tu connais mieux l'histoire que moi, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'était déjà pour montrer que le journal Loto, enfin c'était pour vendre du papier à la base. Oui. Et on s'est dit on va faire quelque chose d'absolument impossible à réaliser, quelque chose de... Et donc je pense que c'est vraiment de culture dans le vélo. Alors ça peut paraître pessimiste ce que je dis, et je pense que dans ces années 2000, c'était encore plus violent, parce que là c'était le dopage chimique. Mais il y a une porte de sortie quand même. Je pense que si, comme Laurent, tout le monde parlait un petit peu, si tout le monde disait un petit peu plus les choses, et ceux qui sont en place, ceux qui sont parfois commentateurs, parfois suiveurs, ceux qui sont dans la caravane du Tour de France aujourd'hui, là, si certains parlaient, je pense que ça ferait un petit peu évoluer les choses. Je suis d'accord avec Laurent. Et la porte de sortie, c'est qu'aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a des entraîneurs, des gens qui prouvent qu'il est possible de faire du vélo, de gagner des étapes du Tour de France, de faire des podiums sur le Tour de France sans forcément s'injecter des choses dans le corps. Donc voilà. Donc oui, c'est à la base moi qui me dis ouais, le vélo, il ne faut pas oublier qu'il y a ces gens-là, et ça pourrait peut-être permettre de faire avancer les choses si tout le monde mettait ça sur la table. On en avait déjà discuté, je me souviens d'ailleurs en off, tous les deux. Et donc voilà. Et puis aussi, moi à la base, en fait, je voulais pas faire un documentaire pour raconter forcément l'histoire de Laurent Roux, je voulais raconter l'histoire de son fils. Je voulais que... Corentin. Oui, Corentin, qui a arrêté le vélo. En fait, j'ai rencontré Laurent sur une course cyclisme qui s'appelle le Tour du Gévaudan, et Laurent, il avait un discours très positif sur le vélo amateur, et il transmettait, je pense, à son fils tout un tas de valeurs qui me paraissaient super intéressantes. Donc je me suis dit, et le problème c'est que voilà, Corentin, il avait déjà ce nom de Roux, donc c'était le fils de, donc il était déjà considéré comme... Et alors moi je me suis dit, c'est injuste. Je veux montrer que Laurent, il a un discours qui est loin de tout ce qu'on peut imaginer. Et que Corentin, lui, il a envie de faire du vélo sans qu'on dise c'est le fils d'une chaudière. Donc voilà. Et moi j'avais... voilà d'où c'est parti. Et depuis, Corentin a arrêté le vélo. Et depuis, Corentin a arrêté le vélo. Donc voilà, ça c'est une histoire, il y a l'histoire, celle que vous avez vue, puis il y a la vie qui continue et qui est loin
c'est la beauté de la vie, c'est que justement ça ne s'arrête pas, ça ne dure pas 52 minutes, ça continue derrière. Mais il y a un contexte dont on parle, et Laurent va venir nous rejoindre, et très vite on va faire circuler le micro, parce que le but c'est pas de faire une conférence devant vous, c'est surtout de vous permettre de vous exprimer par rapport à ce film que vous venez de voir, et qui à mon sens, moi en tout cas m'a pas laissé indifférent. Tiens, viens, assieds-toi, mets-toi où tu veux, avec 2 micros, mais on est 3, on va le partager. Merci d'être parmi nous. Moi, j'avais pas revu Laurent depuis que je commentais sur Eurosport lorsqu'il était coureur. Laurent, on se connaît pas énormément, on peut se tutoyer peut-être, hein, dans la grande famille du vélo. Laurent, tu as fait une dizaine d'années coureur cycliste, pro à peu près, hein, j'ai pas révisé mes fiches. Oui, 10 ans, ouais. 10 ans, parce que les souvenirs sont précis encore finalement. Tu as couru dans plusieurs équipes. Et souvent, on se souvient des coureurs quand ils ont commencé, les premières fois, surtout quand on est de ton coin, quand on se souvient la première fois qu'on les a vus à la télévision, la première fois qu'ils ont gagné une course. Moi, je me souvenais très bien de ce Giro où tu gagnes cette étape dans un temps épouvantable. Et puis après, l'image, elle devient un peu floue. On te perd de vue. Bon, d'abord, toi, tu pars vivre très vite dans une équipe à l'étranger, aux Pays-Bas, mais petit à petit, l'image devient floue, puis pof, il y a ces faits divers qui surgissent, mais on n'a pas conscience. Moi, ça sera ma seule question, après je passe le micro. Est-ce que tu as l'impression, dans le regard des gens, puisque c'est ça finalement le film de Nicolas, est-ce que tu as l'impression que tu renvoies chez les gens, ceux qui te connaissent un peu, qui t'ont un peu suivi, est-ce que tu leur as renvoyé à travers les une image qui te correspond? Ou est-ce que tu as l'impression justement que les gens ne te connaissent pas? Oui, il y a deux images, je pense, qui ressortent chez les gens. La première, Laurent Roux, coureur cycliste, tout simplement, ou Laurent qui a gagné des étapes, des courses, tout simplement. Mais surtout, ce qui est très dur à vivre, notamment aujourd'hui, parce que moi j'ai tourné la page du vélo, ça fait maintenant longtemps, en 2003, c'est que quand je vais, ça m'est arrivé, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, ça date de l'année dernière. J'arrive chez un nouveau client pour livrer de la paille, c'était la période des vacances scolaires. Et il y avait son petit-fils qui était là, et le monsieur, tout content, me présente à son petit-fils. Son petit-fils, 14-15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il court dans sa chambre, il va chercher la tablette, et il tape mon nom. Et là... La magie Google. Ouais, la magie Google qui n'est pas bonne du tout, parce que c'est pas mes victoires qui ressortent, mais c'est toutes mes affaires. Je peux vous dire que c'est un lourd fardeau à porter, même si je l'assume, même si j'en parle librement. Mais aux yeux d'un petit gamin de 15 ans, je peux vous dire que qu'est-ce que je lui expliquer. Voilà. Donc depuis, j'ai pris la décision de m'occuper de jeunes coureurs, jeunes, du moins la catégorie qui m'a toujours, pour laquelle j'ai le plus de souvenirs quand moi je courais, c'est la catégorie junior, donc des coureurs de 17-18 ans. Et je me suis impliqué énormément là-dedans depuis 1 an, tout en étant bénévole. Et ça me permet de pallier à ces grands moments de solitude que j'ai dans le camion et d'avoir autre chose que juste le travail. Et en même temps de pouvoir transmettre toute la passion que j'ai du vélo, parce que ce que ce que le milieu n'a jamais compris, c'est que je suis un très grand passionné du cyclisme. Ma femme dirait souvent, le cyclisme, Laurent, t'as tout apporté, ouais c'est bien, mais t'as aussi tout enlevé. Donc c'est des moments très très compliqués, vous l'avez compris, après ma carrière. C'est pour ça que j'ai accepté, c'est parti d'une discussion et d'une rencontre avec Nicolas lors d'une course professionnelle autour du Gévaudan. On ne se connaissait pas et d'une discussion, il en est sorti ce documentaire. Moi, à travers ça, je ne cherche rien, je cherche rien du tout. Simplement, ça fait du bien parfois de pouvoir parler à voix haute. Et peut-être que les gens, oui, connaissent la vraie histoire. La vraie, j'aimerais qu'elle soit plus approfondie, mais elle ne le sera jamais. Et puis ça ne sert à rien d'aller remuer, de toute façon, ça ne changera rien. Mais mes 2 contrôles antidopage, je l'ai dit dans le film, des choses j'en ai prises, des erreurs
et des mauvaises décisions, j'en ai prises également. J'ai fait des mauvais choix à certaines périodes. J'ai touché aux produits dopants. Mais j'ai toujours su ce que je faisais. Je l'ai toujours fait en prenant des décisions, contrairement à ce que disent certains coureurs qui ne savent même pas ce qu'ils ont fait de leur vie. Je trouve que c'est quand même triste quand on dit ben moi je sais pas, j'ai fait confiance à mon médecin, si j'ai été dopé, j'ai en tous les cas suivi, écouté ce que m'a dit mon médecin. Enfin, je veux dire, on n'avance pas avec des discussions comme ça. Et c'est pas pour incriminer personne que je dis ça. C'est juste que aujourd'hui, soit on est amoureux du vélo et on a envie que les choses changent pour les jeunes. Je pense que le vélo a beaucoup changé depuis ces dernières années. J'en suis persuadé, comme Nicolas. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis revenu. Et je peux vous dire que j'ai un discours qui est très très dur avec les jeunes que je m'occupe, parce que je ne veux pas qu'ils se trompent de direction. Alors, très vite. Enfin, très vite, non, on a tout le temps. Mais tout de suite. C'est des formations professionnelles. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On a des phrases comme ça qui viennent. Je vois des masques graves, je vois des gens qui ont l'air un peu plus légers. Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous voulez... L'idée n'est pas seulement de poser des questions, mais même de réagir par rapport à ce que vous avez vu. Je vois qu'il y a des personnes un peu de tous les âges, donc c'est bien justement d'essayer de voir s'il y a des sensibilités différentes. Alors allez-y monsieur, vous avez la parole. Présentez-vous peut-être si... Oui, je peux me présenter, Franck Fordoy, ancien coureur amateur. Voilà. Je remercie Nicolas pour ce magnifique film, documentaire. C'est plein de choses qu'on sait déjà peut-être, mais en film comme ça, non. Je voudrais aussi remercier Laurent. Laurent, je sais que tu passes, je te tutoie parce que je t'ai connu aussi. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu as passé énormément de galères et que tu en passeras sûrement encore. Mais j'espère que ça t'aidera au fil des temps, quoi. C'est sûr, le dopage, ça a toujours existé. Bon. Mais ce qu'il y a, toi, on t'a pris. Ils ont fait un exemple, c'est dégueulasse ce qu'on t'a fait, c'est certain. Mais bien sûr, ceux qui ont pris aussi beaucoup plus que toi ne le diront jamais, parce que ça serait aussi une très grande honte. Et par contre, je pense que le cyclisme actuel continue un petit peu avec des produits différents, à mon avis. Et ça ne m'empêchera pas d'aimer le vélo, parce que vraiment toutes les étapes, que ce soit les étapes de montagne en particulier, je suis devant ma télé. Et après tout, on n'aurait jamais eu besoin de savoir tout ça, finalement. Parce que bon, ça aurait été plus sympa. Tandis que là, ouais, ils sont dopés, ils sont ci, ils sont là, ils ne sont pas dopés, comme on dit. C'est des gars qui vraiment souffrent sur un vélo, quand on sait ce que c'est que monter d'école avec les pourcentages qu'il y a. Par exemple, l'étape de demain, mes chapeaux. Mais Laurent, moi je te félicite pour ce film, t'es excellent. On a l'impression, tu vas réagir, on a l'impression, vous avez un discours très bienveillant, à l'égard, évidemment, à l'égard de... Oui, parce qu'il paye pour les autres. Il paye pour les autres. Alors qu'il a sûrement pris moins de produits que certains. Mais vous avez quand même un discours un peu alarmiste sur le présent. Non, quand même pas alarmiste. Bon, on saura peut-être plus tard, d'ici 10-15 ans, s'il y a eu de nouveaux produits. Moi, personnellement, ça m'est égal. Que ça sorte ou que ça sorte pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et que je me rends compte avec 15 ans de recul, puisque ça fait 15 ans que j'ai arrêté le vélo, que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un être humain sur un vélo. Il y a un homme qui fait des sacrifices énormes pour en arriver là où il en arrive. Depuis les années, on va dire depuis l'âge de 15 ans. On passe des années extraordinaires, formidables. C'est là le grand problème.
c'est que j'ai passé les plus belles années de ma vie. Et quand derrière, le milieu ne vous réintègre pas, ne vous redonne pas une place, la douleur est tellement intense qu'on en arrive à ce qu'on a connu avec Frank Vandenbroek, avec Marco Pantani. Et moi, si aujourd'hui j'ai ce discours, c'est parce que je veux plus que ça arrive jamais, ça. Et je veux que les gens, aujourd'hui, les instances, les gens qui sont dirigeants dans le vélo, prennent conscience que pour faire ce métier-là, il faut être passionné. Il faut avoir la passion, il faut avoir la foi, il faut avoir tout ça. On ne peut pas aller comme on va au travail le matin, même si tu n'as pas envie, que tu n'aimes pas ton travail, par force tu y vas. Mais là, sur le vélo, tu n'y vas pas. Parce que tu vas y aller 3 fois. Le 4e jour, tu vas jeter le vélo à la cave et tu dis j'arrête tout. Donc là est la grande différence. Et quand tu as vécu 10 ans dans ce milieu-là, qui t'a tout apporté, qui t'a fait connaître les moments que tu as rêvé depuis que tu es gamin, et quand tout s'arrête du jour au lendemain, et que plus personne ne se préoccupe de ce que tu deviens, ou ne te tend la main pour t'offrir un poste, ce qui, à mon avis, pourrait souvent sauver beaucoup de personnes, mais ils ne le font pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit documentaire, et je veux parler de tout ça, parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais parler. Et aujourd'hui, j'ai entendu au départ du Tour de France, il y a eu un petit scandale, que Jan Ullrich n'avait pas été invité. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cet homme. C'est un très très grand sportif, mais aujourd'hui c'est peut-être quelqu'un qui est énormément blessé. Et je trouve que c'est très très grave, parce que ça peut avoir des conséquences énormes. Juste pour aussi revenir dans ce film, et je suis sûr, Nicolas, d'ailleurs tu peux peut-être nous en dire un mot, il y a la confrontation de 2 mondes. Parce qu'il y a le monde du vélo qui a déclenché ce documentaire, mais il y a le monde agricole aussi, un autre milieu dur. Et je t'ai écouté cet après-midi sur RMC, tu disais que toi tu te reconnaissais comme coureur cycliste davantage que comme agriculteur, même si tu es fils d'agriculteur. Ton monde à toi, ta vie, c'est le vélo. Oui, parce que je suis fils d'agriculteur, j'ai fait des études d'agriculteur. J'avais toujours dit qu'après le vélo, je reviendrai agriculteur. C'est chose que j'ai faite. Mais le problème, c'est qu'il ne faut rien avoir connu d'autre pour être agriculteur. Parce que le problème, c'est qu'avoir fait du vélo, c'est dur. Et être agriculteur, mais c'est très très dur. Parce que non seulement tu travailles énormément, et le plaisir, il faut aller se le chercher. C'est très compliqué. Il faut être également passionné pour faire agriculteur. Le problème, c'est que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ça ne dure pas comme un sportif, 7 ans, 8 ans ou 10 ans. Quand tu t'engages dans le milieu agricole, tu engages des biens, souvent des biens familiaux, des terres qui ont été données en héritage. Le milieu agricole est un milieu très très particulier. J'ai toujours dit qu'un industriel, un commerçant, il ouvre une boutique, ça ne marche pas, demain il la ferme, il vend son local industriel, ça va peut-être faire mal sur le coup, mais c'est pas grave. Dans le milieu agricole, on hérite de biens familiaux, on touche à des choses concrètes, à la terre, c'est quelque chose la terre, et ça se respecte. Enfin moi, j'ai été élevé comme ça. Mais on en arrive aussi à tous les drames que l'on connaît, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident tous les jours. Le monde agricole va mal, l'agriculture va mal, et les agriculteurs, malheureusement, n'arrivent pas à se détacher de ça, parce qu'ils ont été éduqués avec cette éducation. Moi, je suis en train de le vivre pour les gens qui me connaissent, et je vais le dire là, Nicolas avait tourné des images. Moi, je vis depuis 3 ans des moments très très difficiles. Je suis en liquidation judiciaire, je suis en train de perdre tout, à 45 ans, tout. Avec le vélo, j'avais réussi à me créer un patrimoine. Aujourd'hui, pour avoir travaillé dans le milieu agricole, je suis en train de tout perdre. Alors, je ne suis pas là en train de pleurer, hein. Je ne suis pas là en train de... Voilà. C'est simplement une réalité, une réalité du terrain. Moi, je le vis peut-être un peu différemment parce que j'ai mon passé de sportif. Mais vous savez, un agriculteur qui s'est battu toute sa vie pour conserver des terres que ses parents lui ont données, quand il en arrive au moment de la faillite, il ne peut pas passer le cap. Donc effectivement, moi j'ai grandi dans le monde agricole, j'ai eu la chance de pouvoir connaître le sport de haut niveau, parce que pour moi c'est une chance. J'ai vécu les 10 plus belles années de ma vie, et peut-être que c'est là
Ma détresse d'aujourd'hui, parce que j'ai tellement envie de revivre ça au quotidien, et d'un autre côté, j'ai très peur de le revivre, parce qu'en revenant dans le vélo, j'ai pas envie de souffrir de fond. Un sportif, il cherche toujours la reconnaissance. Moi, je me souviens, vous avez entendu dans ce film, quand il dit « Je m'appelle Laurent Roux », parce qu'il y avait Didier Roux de Montauban, c'est ça ? Et moi, toi de Cahors, hein, bon. Et cette anecdote, je crois que la première fois qu'on s'est vu, il me l'a dit tout de suite, parce qu'il avait affaire à un journaliste, il m'a dit « Alors, genre, attends-toi, on va tout de suite te mettre au parfum, hein, tu ne me confonds pas avec l'autre, là, moi c'est moi, lui c'est lui. » Ça, c'est important, la reconnaissance. Ça, c'est ce qui fait un peu l'ego du champion, du sportif, voilà, du compétiteur. Je dirais que ça, si vous avez des éducateurs qui vous forment bien pour devenir un champion, parce que le gros dilemme du sport, il est où? Il est là, c'est que si... Moi, je ne connais pas, ou du moins, je connais très peu de sportifs qui sont prêts à faire du sport sans y mettre tout, je dirais. Donc, si on vous éduque à faire du sport pour devenir un champion, on vous éduque à y mettre toute l'intensité. Donc, automatiquement, après, tu vas pas accepter. Tu veux avoir cette reconnaissance-là. Et c'est le problème du sport, ça. Le sport, si tu n'as pas ça, je dirais dans tes fibres, si tu n'es pas prêt à dire en face, oui, je veux être un sportif de haut niveau, ben, tu ne peux pas arriver au haut niveau. Ou alors tu vas être un coureur qui va être suiveur toute la journée dans le peloton. Mais pour moi, ça ne colle pas avec l'image du sport. Et ensuite, après, chacun a son trait de caractère, c'est certain. Mais en tous les cas, la reconversion est très compliquée. Et la reconversion, personne n'est pareil. Hein. Deux personnes sont toujours différentes. Il y en a qui ont tourné la page et qui le vivent très bien. Mais moi, il y a eu un raté. Ma carrière s'est arrêtée brutalement sur ces contrôles antidopage. Et c'est une blessure qui est là. Et surtout, je sais que je n'aurai jamais la réponse, parce que moi, je sais au fond de moi que ce n'était pas possible qu'il y ait ces produits-là dans mes urines. Mais le paradoxe, c'est que j'ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui, parce que je m'attends à ce que quelqu'un me dise « Oui, mais de toute façon, tu t'es dopé, donc c'est pareil. » Alors, est-ce que justement quelqu'un veut intervenir, quelqu'un qui serait justement un peu dans cette posture? Est-ce que parmi vous, certains ont été un peu choqués, ou en tout cas, finalement, ont quelques remarques à faire à l'encontre de Laurent? Eh ben, ça s'annonce bien, ça va. Il n'y aura pas de malaise. Bon, alors, est-ce que, maintenant, revenons aux remarques qui ont été faites. Ah, peut-être monsieur. Monsieur veut intervenir. Alors, vous allez avoir un micro. Dans le micro, ça sera mieux, on vous entendra mieux. Oui, alors, moi je voudrais poser des questions. Est-ce que, bon, il y a le coureur qui est responsable, d'accord, qui prend des produits, mais est-ce que son entourage, dans son équipe, c'est-à-dire le to-be, son entraîneur, toute l'équipe qui gravite autour du coureur, n'est pas responsable aussi du dopage? Est-ce qu'il est, à un moment donné, il ne force pas un peu le coureur à prendre des produits? Voilà, c'était pour savoir. Moi, je veux juste préciser, je vais parler de mon époque et de moi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le vélo, ça fait 15 ans que je l'ai quitté, donc je ne sais pas. Pour revenir à mon époque à moi j'ai connu ça, oui. Moi, je ne suis pas allé l'inventer. Il y a des gens qui m'ont proposé, des gens qui m'ont expliqué comment il fallait s'y prendre, les protocoles qu'il fallait faire. Voilà. C'est aussi pour ça que le milieu du vélo lutte, parce qu'ils ont conscience de ça, et lutte depuis maintenant une dizaine d'années. Ils veulent de moins en moins, je dirais, de gens comme moi, parce qu'ils ont toujours peur que je puisse aller donner des conseils en disant, écoute, si tu prends ça ou ça, ça va aller mieux. Donc, aujourd'hui, dans le milieu du vélo, pour combattre ce fléau, ils ont dit, allez, tous les gens qui ne sont pas diplômés, on n'en veut plus. Donc aujourd'hui, on prend des kinés diplômés, on prend des mécanos, etc., etc. Mais moi, à mon époque, bien sûr, vous savez, je suis né dans un petit village de Boujounac, 180 habitants. Jamais personne n'a fait le sport dans ma famille. Il a bien fallu que quelqu'un m'explique une fois comment ça se passait. Surtout quand on est un jeune qui arrive chez les pros, est-ce qu'il a vraiment le choix, quand il arrive, bon, de votre époque, est-ce qu'il a vraiment le choix de refuser aussi? Le choix, oui. Non, il faut être honnête, le choix, on l'a.
le choix on l'a, il n'y a pas de problème. C'est juste que, en tout cas je vais parler pour moi, tu n'écoutes pas la première fois, tu n'écoutes pas la deuxième, puis à chaque course, tu es né dans le guidon et puis tu n'arrives pas à avoir la tête de la course. Bon, le troisième jour, tu te commences à te dire, je vais aller revoir le type là, lui demander un peu t'es intéressé. Voilà, mais je répète, on est en train de parler d'un discours d'il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé, j'en suis persuadé. Dans le documentaire, Nicolas, tu l'as entendu, à un moment, Laurent dit on nous apprend très vite à s'accommoder des règlements, aller, je ne sais plus quelle est l'expression, aller aux confins des règlements, enfin, à la limite de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. C'est le propre du sport, pas seulement du vélo d'ailleurs, non? Moi, je dirais que c'est le propre de la vie. C'est pas que le propre du sport, c'est le propre de la vie. Aujourd'hui, des règles, on en a partout, des réglementations, il y en a partout. Moi, dans le milieu agricole, il y a des gens ici qui ont connu les veaux de boucherie, les veaux en caisse. À une époque, les veaux, ils étaient tous engraissés sur les hormones. Donc, tout ça, c'est terminé dans notre pays, mais il y a des pays voisins qui ont toujours le droit de faire ça. Donc le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est, je dirais, le défaut d'un sportif, c'est de toujours vouloir plus. En tout cas, sans doute le mien. De toujours vouloir découvrir plus loin, toujours les choses plus, et ça en amène à des dérives. Mais ces dérives-là, aujourd'hui, avec des gens comme moi, je suis persuadé que si je m'occupe de jeunes, ils n'arriveront pas à ces dérives. Parce que d'abord, ils ne pourront pas me le faire à l'envers, parce que je le verrai. Je dis toujours à mon fils, j'ai 2 garçons, le plus petit, il est un peu coquin, je dis toujours, méfie-toi, hein. Ne reviens pas une fois en ayant fumé, parce que je m'en rends compte. Et tu ne vas pas me raconter que c'est pas vrai. Je veux dire, voilà. Mais c'est une anecdote pour dire que dans le sport, je comprends qu'on veuille, enfin, je peux comprendre qu'on ne veuille pas de gens comme moi, et d'un autre côté, des gens comme moi, s'ils sont capables de s'ouvrir et de vider leur sac, ils sont capables d'être bien meilleurs et d'avoir un discours et d'expliquer aux jeunes coureurs que ça ne sert à rien. Nico, réagis. Réagis par rapport à ce que je suis sûr que tu as un truc à... Bah non, c'est bien. C'est bien, voilà. Non, mais par rapport justement à est-ce que justement Laurent Roux, pour toi, à travers tout ce que tu as vu, le regard des gens aussi, et tu n'as pas rencontré que ses proches, est-ce que tu penses que des gens comme Laurent Roux ont quelque chose à donner, à rendre? Avec un Laurent X. Roux, j'y arrive pas. Ouais. Parce qu'il y avait Didier Rousse avec un C'est S. vrai. J'ai pas connu. Mais si... est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'ils ont quelque chose à rendre à ce sport, ou en tout cas est-ce que ce sport peut avoir quelque chose à demander justement Parce que c'est assez contradictoire. Tout à l'heure je t'entends dire, on voit des commentateurs qui ont finalement un passé aussi, Jackie Durand l'a dit. aussi trouble que celui de Laurent Roux. Mais Jackie Durand l'a dit. Oui. Et alors est-ce qu'on a besoin de ces... j'ai besoin de comprendre, est-ce qu'on a besoin de ces gens-là Qui se mettent à table. Moi, dans ce sport aujourd'hui? Oui, je pense. S'ils se mettent à table, s'ils le reconnaissent, s'ils disent, bah voilà, on a fait des conneries. Je pense qu'il y a des managers qui le disent dans les coulisses, qui ne le disent pas trop à la télé. Je te dis Jackie Durand parce que Jackie, je le connais très bien. Et il était là il y a 2 ans. Et Jackie, il l'a dit. Il a dit, on a fait des conneries. Et c'était quoi sa phrase déjà? C'est les jeunes n'ont pas à payer pour nos conneries. Donc, il a dit clairement que lui aussi avait eu recours à ce genre de choses. Et moi ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est ceux qui donnent des leçons. Et puis qui sont payés, qui vivent, qui se baladent dans des superbes voitures pendant 3 semaines et puis qui font mine qu'il ne s'est rien passé, quoi. Voilà. Moi, franchement, je suis pas contre, hein, parce que c'est vrai, si demain Laurent il revient dans le vélo, voilà, je pense qu'il a des choses à dire, parce que comme tu le disais, Laurent, par rapport à la formation, c'est différent, ce qu'on apprend, ce qu'on inculque aux jeunes. Mais alors, il y a un autre truc aussi, ce qui est aussi paradoxal, et moi, ce qui m'a touché dans ton discours, c'est que tu dis...
chez les jeunes, on t'apprend pas à tricher, mais quand tu arrives chez les professionnels, on t'apprend, voilà, on va forcément t'apprendre à jouer avec la réglementation, à essayer de trouver des petits travers. Et j'ai l'impression que c'est comme ça dans nos sociétés aussi. On nous apprend toujours dans la vie à essayer de payer un peu moins d'impôts. Quand on est dans des grosses sociétés, dans des grosses entreprises, c'est souvent c'est souvent bon faut être meilleur que son voisin, faut être ci, faut être ça. Et j'ai pas l'impression que nos politiques ou même dans des grandes écoles, on nous apprenne à l'altruisme, le partage, et se dire, contentez-vous de peu, on nous apprend un petit peu plus à en vouloir plus, quoi, j'ai l'impression. C'est ça qui m'a aussi touché. Allez-y, monsieur, est-ce que l'altruisme est compatible avec le sport? Oui. Bonsoir Francis, moi je suis cyclo du dimanche. 3 remarques à vous écouter et à voir le film. La première, c'est que moi je préfère effectivement avoir quelqu'un en face qui avoue avoir triché plutôt que effectivement d'entendre des commentateurs où on a toujours les suspicions. Et comme vous dites, ça serait peut-être mieux pour faire avancer les choses de se mettre à table et de reconnaître qu'à l'époque, au moins ça permettrait de clarifier. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'en voyant votre film, moi je dis chapeau, une reconversion réussie, même si semble-t-il vous avez des difficultés qui n'apparaissent pas dans le film, mais je dirais, parce que voilà, c'est un métier qui est noble ce que vous faites, parce qu'il y en a plein qui font ce métier-là, je veux dire. Alors c'est vrai que la reconversion des champions cyclistes, moi je ne suis pas du milieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent, mais quand je vous ai vu, je me suis dit, bon, mais au moins il a trouvé sa place, il a un métier qui est dur, mais voilà, il avance, et bon, mais apparemment ça ne vous suffit pas, parce que je vois, il n'y a pas l'adrénaline de cette époque. Et puis la troisième remarque, moi c'est l'étape d'il y a 2 jours, je me suis dit, la remarque que je me suis fait quand j'ai vu cette remarque, avec des pentes à 15-20%, moi je suis le vélo depuis longtemps, je n'ai pas souvenir que la pente était aussi raide, avec ces descentes étroites et cet accident. Moi je me suis dit, les organisateurs, ils exagèrent, ils font rien pour que voilà, les suspicions de dopage diminuent, parce que quand je les voyais en danseuse sur 400 mètres à fond la caisse dans ces pentes à 20%, moi j'y arrive pas. C'est la culture du spectacle. Oui, vas-y, réagis Laurent. La culture du spectacle, le problème c'est que même moi, quand je suis dans mon tracteur en ce moment en train de récolter la paille, et qu'il y a des étapes comme hier ou aujourd'hui, on s'emmerde. Donc le problème c'est qu'on veut tout, on veut à la fois les spectacles, on veut des coureurs qui soient propres, et on veut un Tour de France qui dure 21 jours. Payez mon impôt aussi. Donc, non mais au bout d'un moment, voilà. Après, monter les pentes raides, des grands cols, avec l'entraînement, quand c'est votre métier, que vous faites ça depuis des années, comme vous allez travailler tous les jours, c'est pas ça le problème. Le problème, je dirais presque au contraire, c'est que c'est les étapes qu'on s'emmerde là, parce qu'aujourd'hui les coureurs, sur des grandes lignes droites comme aujourd'hui, plus personne n'a envie d'attaquer, parce qu'avec tous les rouleaux compresseurs qu'il y a les grosses équipes derrière, tu te dis, oui, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire des heures de télé pour ton patron, il est content parce que tu es passé à la télé, au moins tu lui as vendu des minutes de télé. Il faut en avoir conscience. Le problème, c'est qu'il y a 2 sports. Il y a le sport amateur, les juniors, les espoirs, qui sont les plus belles catégories, et le sport professionnel, où il faut comprendre que quand on est coureur, on a un patron. Donc ici, tous ceux qui travaillent le savent, un patron c'est chiant, ça te met la pression, et ça te fait faire des conneries. Mais la vérité, c'est qu'elle est là, quoi. Voilà. Le vélo, c'est comme la vie active, simplement, sauf que quand tu y rentres dedans, tu as 20 ans. Et si je refaisais du vélo aujourd'hui, je pense que je serais un très bon coureur. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Allez, madame, vous souhaitez réagir? Oui, moi c'est par rapport à l'intervention de M. Fordoy là-bas. Quand il a dit, après tout, moi je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est si grave que ça que les coureurs se dopent? Et je me dis, ben oui, c'est grave. Parce qu'alors là, nous, spectateurs, nous sommes aussi responsables. Vous avez parlé de société du spectacle, mais c'est exactement ça. On veut voir des choses extraordinaires. Quand il y a des chutes, eh ben, ça met de l'adrénaline et on est collé devant notre télé en se disant aïe aïe aïe, c'est pas possible. Mais je pense que là, donc les organisateurs sont coupables, les équipes autour, responsables, je dirais pas coupables, mais on fait toujours la distinction depuis une dizaine d'années. Et
Quand vous disiez que vous aviez eu le choix, qu'un coureur a le choix, on a dit que donc vous êtes responsable, un coureur est responsable, l'équipe autour de lui est responsable, mais nous, spectateurs, nous le sommes aussi parce qu'on en veut toujours plus et que les médias en profitent. Je veux dire, tout le monde s'en met plein les poches, mais on participe aussi de cette responsabilité-là. Je suis tout à fait d'accord, vraiment. Et en plus, après, si tu veux répondre, Laurent ou Patrick, faut aussi se dire que la télévision, on leur demande de faire du spectacle, mais maintenant c'est retransmis du début à la fin. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il faudrait qu'ils s'attaquent pendant 250 km. Oui, enfin, à la différence près, si je peux intervenir, c'est que par rapport à ce qu'a dit monsieur, les étapes rallongent à la télévision, mais raccourcissent dans la réalité. On ne fait quasiment plus d'étapes de plus de 200 km aujourd'hui dans le Tour de France, alors qu'à l'époque, et donc c'est pas si vieux, enfin, tout est question de la relativité de ça, mais c'était quand même, il n'y a pas si longtemps, beaucoup plus long, et les étapes de 200, 250, voire 260 ou 280 km, ça arrivait sur les routes du Tour de France il y a 15 ans encore. Mais la télévision ne retransmettait pas en intégralité les étapes. Non, mais pour le coureur, ça changeait pas foncièrement l'effort. Non, mais les gens ont peut-être l'impression que c'est un sport encore très cruel, j'entends ce que dit monsieur, mais qui cherche du spectacle. Mais imaginez un sport où on trouve un remède pour qu'il n'y ait plus aucune chute, pour qu'il n'y ait plus de risque, pour qu'il n'y ait plus trop de fatigue, pour qu'il n'y ait plus d'excès. On est à l'encontre du sport, là. Le sport reste un dépassement et le vélo reste un sport d'exploit. Si on efface tout ce qui peut faire donner le sel de l'exploit, on ne va pas rester justement toute l'après-midi devant son poste de télévision. Enfin, il me semble. Il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Il suffit, dans les 25 derniers kilomètres l'année dernière, de l'étape qui menait les coureurs du côté à côté de Megève, je ne sais plus où exactement, Romain Bardet fait la descente. Bon, je ne sais plus où c'était. Mais voilà, il s'était passé très peu de choses. Et comment? La descente, c'est le col du chat. Non, le col du chat, c'était ce week-end. L'année dernière, il gagne où? Allez, ça sera notre quiz ce soir. Qui est capable de dire où a gagné Romain Bardet? Oui, monsieur. Vous n'avez pas la c'était la côte de Domancy. C'était à Domancy, voilà, effectivement. La côte de Domancy. Moi, avant de vous présenter, c'était juste pour revenir sur la chute de Richie Porte avant-hier. Oui. Ça n'a rien à voir avec la dangerosité de la descente, je la connais par cœur. Ça, c'est un problème technique. Donc, c'est pas parce que c'était dangereux ou pas dangereux, il a fait autre chose que faire du vélo. Bon, on va revenir sur le sujet. Voilà, on va faire sur le sujet. Après, je vous présente, je suis Laurent Mazot, j'ai côtoyé Laurent pendant 2 ans avant qu'il fasse professionnel. Maintenant, je le côtoie dans l'équipe junior. Et je peux vous dire une chose, si vous allez poser une question, s'il doit revenir ou non dans le vélo, Laurent, vous allez poser une question aux jeunes qui l'encadrent cette année, et s'il leur dit « Demain, j'arrête le vélo », les 6, ils arrêtent le vélo. C'est pour vous dire l'investissement qu'il y met. Et je regrette qu'une chose ce soir, c'est que beaucoup de personnes qui étaient ses amis dans le Tour de France quand il courait, ils savaient aujourd'hui ce soir qu'il y avait ce film, et malheureusement, il n'y a personne qui est présent. C'est tout. Et il y a encore beaucoup de monde sur les courses qui lui tournent le dos, et dès qu'il lui renoue la parole, et bien après, ils se prennent par le cou parce qu'ils retrouvent le vrai Laurent Roux. Voilà, c'est tout. C'est dit. Alors, tu me connais donc. Tu le Moi, sais. moi, juste rebondir sur le propos de Anne. Est-ce que ici. Ah, pardon. Je crois que le dopage il touche bien plus que le cyclisme actuellement. Je trouve que ça va plus vite au rugby, les impacts sont plus forts, ça va plus vite aussi. Moi je suis ancien rugbyman, maintenant vélo cyclo. Je suis désolé, je me remets derrière, lorsque j'avais 21-22 ans, on me dit tu prends ça ou ça et tu vas aller plus vite, tu vas gagner une division ou quoi, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on est responsable à 20 ans, 21 ans? La santé, on croit qu'on est fort. On n'aura pas des problèmes de santé en même temps, on n'y croit pas. Et voilà, la sensibilisation elle doit être faite chez les jeunes, je pense. Peut-être Laurent Roux participe à ça. Oui, et c'est mon grand combat aujourd'hui.
je me prends la tête quasiment tous les week-ends parce qu'on me dit qu'on lutte contre le dopage, donc pour moi le monde professionnel c'est à part. Mais en tout cas, le vrai travail doit être fait chez les jeunes. Et je peux vous dire que depuis le mois de février, je suis tous les dimanches sur les compétitions avec mes coureurs. On fait le plus gros calendrier national et international junior français. J'ai jamais vu un contrôle. Voilà. Et je peux vous dire qu'à chaque fois je vais voir les organisateurs, je râle en disant c'est pas normal parce que moi mes jeunes j'ai un discours avec eux. Mais si vous n'êtes pas là pour leur faire voir que vous les contrôlez, je fais comment pour les tenir? Qu'est-ce qu'ils me répondent? On n'a pas d'argent pour ça. Voilà. Donc le problème du vélo aussi. Ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai. Mais aussi le problème du vélo, c'est que c'est un sport gratuit par rapport, enfin, pour les spectateurs. C'est pas comme le foot ou le rugby. Il n'y a pas de moyens. Nous aujourd'hui on forme des jeunes. On en parle tous les jours. Si demain on en a un qui passe chez les professionnels, on viendra nous taper sur l'épaule, peut-être nous dire bravo, mais en tout cas, on a un retour. Donc, un retour financier, je veux dire, pour le club formateur. Donc, le problème du vélo, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on parle là. Et je ne sais pas si les instances, ça les intéresse ou pas, je ne sais pas. Qui voulait réagir? Je crois qu'il y avait un monsieur qui voulait réagir tout à l'heure. Non. Qui a le micro? Qui veut peut-être intervenir dans ce débat? Allez-y, monsieur. Dans le documentaire, Laurent, tu as parlé de deux choses qui m'ont fait rêver. C'est Pantani, le Ventoux. C'était en 2000. Je fêtais mes 50 ans. J'ai eu le privilège de terminer dernier de l'étape des amateurs. Et le lendemain, Pantani gagnait l'étape, sous un soleil magnifique. Grâce au vélo, moi le paysan des Pyrénées-Atlantiques, j'ai vécu 20 ans de bonheur, de dépassement, d'exutoire. Et quelle fierté de partager la route avec toi, même si c'était à plusieurs heures de tes temps, avec l'ami aussi qui était cher pour toi. Ça a été des moments formidables. Et on mesure vraiment la difficulté du métier quand on côtoie vos routes. Et ça m'a aidé aussi à surmonter mes difficultés de paysan. Merci, monsieur. Merci. Mais on peut peut-être aller plus loin sur toi. Qu'est-ce que tu as senti ce parallèle qu'on pouvait faire entre le monde paysan et le monde du vélo? Est-ce que, bon, sans aller chercher des métaphores incroyables, mais est-ce qu'il y a vraiment, jadis, tous les cyclistes venaient du monde rural et montaient à Paris dans les clubs parisiens pour apprendre le métier de coureur cycliste? Il est revenu dans la ruralité récemment, finalement. Est-ce que c'est ça, est-ce que l'identité du vélo est rurale? Et est-ce que cette proximité que décrit monsieur, est-ce que tu l'as ressenti toi aussi en faisant ce documentaire? Oui, complètement. Et c'est surtout le monde de l'agriculture, c'est aussi un monde où il y a beaucoup d'excès au niveau des horaires qu'ils font, de la difficulté que c'est. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut faire des analogies avec le vélo. Parce que le vélo aussi, c'est un sport avec tout un tas d'excès. Dans l'entraînement, dans la diététique, dans les sacrifices. Et puis, c'était aussi, pour en revenir au sujet aussi un peu du film, c'était les excès de cette époque-là, fin des années 90. Où tout était un petit peu permis, où les excès étaient sur le vélo, mais aussi en dehors du vélo. Moi, ce que je tiens en tous les cas à transmettre, que vous reteniez de ce documentaire et de cette soirée, c'est qu'en tous les cas, qu'on ne s'y trompe pas. Moi, j'ai vécu mes plus belles années dans le milieu du vélo.
Le sport de haut niveau, c'est magique. Vous parliez tout à l'heure dans le film de mon fils Corentin, qui a fait du sport, qui a fait du vélo jusqu'en espoir première année, qui aujourd'hui est charpentier, et son patron me dit toujours que c'est un exemple dans l'assiduité du travail, dans le respect des horaires, etc. Et lui-même dit qu'il a acquis tout ça très très vite grâce au vélo, grâce au sport. Parce que le sport, il faut avoir tout ça pour faire du sport. Donc ne tirons pas qu'un tableau noir et dire qu'il n'y a que du mauvais, loin de là. Je dirais presque que le mauvais, c'est que c'est tellement bien que du coup, c'est l'après qui est compliqué. Et je pense simplement que pour les sportifs de haut niveau, en tous les cas pour ceux qui le veulent, et qui ont eu la chance, comme moi, de pouvoir être professionnel pendant plusieurs années, il faut trouver un système pour que ces sportifs-là aient une reconversion, je dis bien s'ils le souhaitent, dans le milieu. Moi aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'agriculteurs ici, il y a beaucoup de mes clients. Moi je peux vous le dire, je le dis dans le film, je passe des très très bons moments avec vous, ne vous y trompez pas. C'est formidable, non mais je veux pas que vous disiez, formidable ce que je vis avec vous. Après, ce qui est très dur, et vous l'avez compris, c'est la solitude dans le camion. Parce que quand je suis chez vous, c'est génial, mais je resterai bien la demi-journée, mais je ne peux pas. Donc après, ben voilà, après c'est de la solitude, et cette solitude, au bout d'un moment, elle vous ronge, et c'est là que je me pose les questions, est-ce que je serai capable de continuer longtemps ce métier-là, malgré que j'y trouve beaucoup d'attaches de mes racines. Mais en tout cas, je voulais vous dire, retenez bien ça, le sport, pour tous vos enfants, s'ils tombent sur des bons éducateurs, c'est formidable. Et puis en plus, il y a une association qui s'appelle Media Pitchoun qui est ici. C'est des apprentis journalistes issus de quartiers sensibles dans la banlieue toulousaine et qui apprennent le métier de journaliste et à qui, ben voilà, effectivement, on peut aussi transmettre un message positif, comme je disais tout à l'heure. Oui, le vélo a ses excès parce qu'il a toute une histoire lourde, un passé lourd, mais il y a des gens vraiment, des entraîneurs. Moi, je le vois, je suis sur le Tour de France avec l'équipe FDJ là, et je vois des entraîneurs, oui, comme Julien Pinault, des gens comme ça qui ont fait des études poussées pour essayer de faire avancer les choses. Et ces gens-là ne viennent pas justement du milieu cycliste. Ils n'ont pas été enracinés depuis leur tendre enfance. Non, et ils essaient vraiment de faire avancer les choses. Donc il y a des gens qui essaient de faire vraiment des choses, et c'est pour ça qu'on peut continuer d'y croire. Il y a un changement de mœurs qui est vraiment un changement culturel auquel on assiste et qui est vraiment intéressant à analyser. Eh bien voilà, moi je crois qu'on peut conclure là-dessus, peut-être un dernier mot. Allez, monsieur, un dernier mot, puisque ça sera la dernière question. Avant que le monsieur pose sa question, moi je voudrais, comme ça on laissera la salle, parce que je sais que je crois derrière une autre séance, dernière séance. Remercier les agriculteurs qui sont venus, avec monsieur Laguarde qui était là d'ailleurs, que vous avez vu, qui essaie de gérer en francs les négociations. Monsieur Pondette aussi qui était là, merci beaucoup. Et puis il y a aussi des représentants du cyclisme amateur, avec l'une des plus belles courses au monde, calendrier Espoir, la Ronde de l'Isard, avec Guissance qui est là, avec Alain aussi. Voilà, un grand merci. Et puis à Xavier. Que Laurent a gagné. Laurent a gagné en 80, je sais plus. Et merci, un grand merci à Xavier, qui a été le graphiste, qui a fait l'affiche du film, qui fait toutes nos affiches des films qui sont vraiment très très belles. Et puis le graphisme aussi de l'association. Et à Vincent, qui était le programmeur, parce qu'on a fait un site dédié pour que tout le monde puisse le voir. Ça s'appelle Changementroux, www.changementroux.com. Et c'est des gens bénévoles. On est une association avec que des bénévoles. Donc un grand merci à vous les gars, et puis aux agriculteurs et à vous d'être venus aussi loin. Voilà. Après avoir vu autant de vélo. Comment ? Et remercier aussi Laurent qui a fait ce film bénévolement. Bah j'allais pas le payer quand même. Peut-être un mot, monsieur, vous avez le micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir Laurent, bonsoir monsieur Mazot derrière.
Je suis fatigué. Le micro aussi est fatigué. Fatigué et très ému. Je suis très content de revoir Laurent ici. J'aurais déjà 2-3 choses à dire juste à propos du dopage. Je ne pensais pas qu'on allait spécialement parler du dopage ce soir. J'ai appris cet après-midi que ce soir il y avait cette représentation. Pour ma part, j'ai couru un petit peu à l'international, pas souvent. Ce que je me suis rendu compte, c'est que dans notre pays, quand on fait une course, quand on passe dans un village, tout le monde sort. Les jeunes, les vieux, il y a tout le monde pour applaudir. Le premier, le dernier. Dans ces pays-là, avant de voir que la personne, que le coureur soit dopé ou pas, noir ou blanc, petit, gros, on s'en fout. On voit quelqu'un qui se donne à fond. Je trouve, dans notre pays, quand on dit que tout le monde y gagne son argent, les journalistes, les médias, tout ça, nous aussi on a notre rôle à jouer. Le dopage, des fois j'ai envie de dire, si on est bien situé, on devrait s'en occuper, je suis d'accord. Mais sinon, si on n'a pas les moyens d'être à la bonne position pour pouvoir faire avancer ces choses-là, on devrait ne pas en parler. Il a gagné, c'est le meilleur. Point barre. Et sinon, je voulais juste poser une question à Laurent. Une fois, je t'ai côtoyé sur une... Je m'excuse, je te tutoie. Oui, oui. Parce que je ne pense pas que tu te souviennes de moi, mais moi je me souviens de toi. Parce que j'étais au Tarbes cycliste. Ça doit te rappeler quelques souvenirs. Je crois qu'à l'époque, tu étais sponsorisé par la SOR. Oui, tout à fait. Voilà. C'est là où je trouve que tu as vraiment commencé ta carrière. Et une fois, je t'ai vu à une course. Et je crois que c'est ton frère qui courait. Toi, tu étais en tant que spectateur. Ton frère était dans le peloton et il t'a demandé un bidon. Et le tour suivant, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu veux un bidon? T'as qu'à aller devant. Alors, ça c'est une chose, c'est un fait. Je l'ai entendu, tu étais à mes côtés. Et j'avais appris bien avant que dans les stages de perfectionnement ou des stages de professionnels ou quoi, peut-être à l'époque tu étais déjà dans une équipe professionnelle. On m'avait dit que vous aviez certaines charges d'entraînement et tu faisais partie des gens, quand on te disait de monter, je ne sais pas si c'est vrai, une côte avec tel braquet, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais encore plus gros. Et justement, j'ai voulu savoir d'où vient chez toi, depuis que tu es tout gosse, cet engouement pour la difficulté. Bon, je vais y répondre avec honnêteté, comme tout. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs où j'ai toujours connu mes parents vivre des situations financières très très compliquées. Et moi j'ai dit, c'est pas possible, je fais que l'agriculture pour vivre ça. Non, non, c'est pas possible. Je suis l'aîné d'une famille de 4 et le sport, ça a été mon issue de secours. J'ai dit, il faut que je parte de chez moi. Pour partir, il me faut de l'argent. Pour gagner de l'argent, il me faut y arriver dans le sport. Donc, moi, ce qui m'a forgé mon caractère de sportif, c'est ce que je vivais à la maison tous les jours. Voir mes parents travailler 15 heures par jour et s'engueuler toute la sainte journée parce qu'ils n'arrivaient pas à payer les factures. Donc j'ai grandi dans ce milieu. Ça a été une grosse blessure pour moi et j'ai voulu fuir ce problème-là. Voilà, on va terminer cette belle séance qu'on a vécue. Je voudrais remercier à vous tous d'être venus nous rejoindre. Merci bien sûr à Laurent Roux d'avoir été en notre compagnie ce soir. Remercier bien sûr le cinéma et juste une chose, vous l'avez vu, un documentaire. C'est un lieu où l'on pose sa caméra et on le sait, Nicolas le fait très bien, et où on ne porte pas de jugement. Et je dois dire publiquement que moi qui ne connaissais pas beaucoup Laurent Roux, je l'avais un petit peu vite jugé. Et ce soir, mon opinion a évidemment changé, comme peut-être celle d'autres personnes ici. Et rien que pour ça, je suis content d'être venu avec vous ce soir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, aussi, d'être venu bénévolement ce soir, enfin je crois. Tout le monde est bénévole, c'est ça? Oui, tout le monde est bénévole. Il n'y a que vous qui avez payé votre droit d'entrée, non? J'espère quand même. On va nous rembourser. Et n'hésitez pas simplement, on a une petite boutique à la fin de la projection, donc, enfin à la fin de la sortie. Boutique bénévole. Avec une boutique presque bénévole, avec des t-shirts, des DVD, un DVD sur Paris-Roubaix Espoir. Donc si vous voulez donner un petit peu et puis repartir avec un t-shirt et un DVD, voilà.
Merci à toutes et à tous et bonne soirée.